Et on est parti pour cet atelier dédié codage, dépistage de la dénutrition. Dans un premier temps, je voudrais remercier professeur Agathe Reynaud-Simon pour pouvoir animer et co-animer en fait cet atelier. Je souhaite remercier aussi le collectif de lutte contre la dénutrition pour leurs nombreux partages et aussi vous remercier vous puisque vous explosez notre record d'ateliers. Vous êtes plus de 670 inscrits sur cet atelier. Par rapport au sondage qu'on avait fait au niveau de la représentation des métiers, vous êtes à peu près 75% diététiciens. On a également 10% de médecins et on a quelques étudiants, des infirmiers et des enseignants en activité physique adaptée. Je suis Eva Cornet, je suis ingénieure en biomédical et présidente de la société Bioparom. Donc Bioparom, on est une entreprise dont le cœur de métier est la composition corporelle par impédance-métrie. On existe depuis une quinzaine d'années et on est issu du monde de la recherche puisque pour concevoir, publier et valider nos outils, on a travaillé pendant 7 ans avant de mettre en place nos premiers outils. On a aujourd'hui à peu près 2000 dispositifs, principalement sur le territoire francophone, dans les trois marchés que sont la diététique en libéral, les établissements de santé et le suivi à domicile par les prestataires. Nos outils sont conçus, fabriqués, suivis en Auvergne-Rhône-Alpes, complètement 100% français. Et j'ai la chance aujourd'hui d'animer une équipe de 11 personnes, du diététicien à l'ingénieur électronique, à l'assistante des ventes, donc depuis la conception jusqu'à la formation et l'accompagnement de nos praticiens. Le sujet d'aujourd'hui, dénutrition, codage, dépistage, on va travailler sur deux parties. Une première partie animée par Agathe sur la définition et le contexte de la dénutrition, un rappel des critères et comment coder cette dénutrition, un visu sur les outils qu'on peut utiliser en pratique quotidienne. Et ensuite, on passera sur la deuxième partie avec des statistiques récentes sur la dénutrition. Et puis, je vous illustrerai une prise en charge concrète avec notamment l'intérêt de la mesure d'impédance. Avant de démarrer, on va ouvrir un petit sondage pour évaluer l'état un peu de vos connaissances. Donc, je vous lance le sondage. Vous allez avoir 4 questions. Le sondage, vous pouvez le bouger, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez le mettre en grand. Vous allez donc avoir 4 questions. À chaque question, une seule réponse. La première question, quelle combinaison est obligatoire pour dépister la dénutrition en gériatrie? Première réponse, vitesse de marche et surface musculaire. Deuxième, circonférence du mollet et albumine. Troisième réponse, force et masse musculaire. La deuxième question, l'albumine est-il un critère de, 3 petits points pour la dénutrition, dépistage, sévérité ou suivi? Troisième question, quel code doit être utilisé pour coder une dénutrition sévère, E43, E44 ou E46? Et enfin, selon vous, quel est le critère qui permet le plus souvent de retrouver une dénutrition? Donc ça, ce sera illustré notamment par la dernière étude. Est-ce que c'est la perte de poids? Est-ce que c'est l'indice de masse corporelle abaissé ou est-ce que c'est la réduction de la fonction ou de la masse musculaire? N'hésitez pas à répondre, hein, je ne vois pas vos réponses, je ne vais pas vous gronder s'il y a des mauvaises réponses. Quiz, normalement, Dorothée, il apparaît dans votre écran. Vous devriez avoir une fenêtre, en fait, qui s'affiche. Alors, attendez, je vais regarder.
Je pense que du coup, en fait, c'est que ça a finalisé le quiz. Tac. Je vais vous partager, j'ai une grosse cinquantaine de réponses, donc je vais vous partager les réponses et du coup enfin, les questions et les réponses correctes. Donc la première question qui était quelle combinaison pour dépister la dénutrition chez le sujet âgé? Donc 88% de vous avez raison, c'est bien la force et la masse qu'il faut comme combinaison en gériatrie. Pour l'albumine, également pareil, 90% de bonnes réponses. C'est bien un critère de sévérité et non un critère de dépistage et de suivi. Ensuite, au niveau du code, c'est plus partagé. Donc, 51% étaient partis sur le E43, 36% sur le E44 et 13% sur le E46. Donc, ça, vous verrez la réponse en détail avec Agathe tout à l'heure. C'est bien E43 la bonne réponse. Et enfin, pareil, partager sur le critère qui est plus souvent retrouvé dans la dénutrition, 56% sur la perte de poids, 6% sur l'IMC et 38% sur la réduction de la masse ou de la fonction. Les premières études sont seulement en train de sortir, donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas totalement clair, mais vous verrez dans l'étude qui sera publiée notamment au JFN, là, clairement, on voit qu'un cas sur deux, en fait, on a un patient qui a une réduction de la masse et ou de la fonction musculaire. Je coupe ce petit sondage et on va démarrer avec la première partie, qui est la présentation du coup de Agathe. Ah, Bonjour à tous, merci beaucoup à Bioparom pour l'invitation à ce webinaire le 14 novembre, au début de la Semaine nationale de la dénutrition qui a lieu chaque année en France. On va parler de dénutrition et d'abord la dénutrition, qu'est-ce que c'est? Ça résulte d'un déséquilibre entre les apports en nutriments, en énergie, en protéines en particulier, mais quelquefois aussi en vitamines, minéraux, oligo-éléments, et puis les besoins en nutriments, soit qui n'ont pas bougé, soit qui peuvent être augmentés. Et en cas de déséquilibre et de manque d'apport en nutriments, on peut aller chercher son énergie dans le tissu adipeux. Mais le tissu adipeux, il est mobilisable progressivement, lentement. Mais quand on est malade et qu'on a besoin de nutriments rapidement, c'est dans le muscle qu'on va aller le chercher. Et la dénutrition, vous allez voir, c'est surtout une histoire de muscle. Quand on perd du muscle, on perd de la masse et de la force musculaire, et donc on a un impact sur ses capacités fonctionnelles. Par exemple, on marche plus lentement, on a du mal à monter les escaliers, on a du mal à porter des choses lourdes, et puis on n'a plus tout à fait les muscles qu'il faut pour garder l'équilibre et tenir son squelette debout, et donc on peut tomber facilement et se faire des fractures. Le deuxième point, c'est que quand on perd du muscle, on perd aussi l'efficacité de notre système immunitaire, pour des raisons qui sont en fait assez complexes et pas encore complètement déterminées. Quand on perd du muscle, on a une immunité diminuée. Et donc, il y a plus de risques d'infection. Par exemple, on a bien vu pendant le Covid que c'était des personnes en situation d'obésité, mais aussi beaucoup de personnes en situation de dénutrition qui étaient les plus infectées. Il y a plus de complications médicales et chirurgicales, et tout ça conduit à plus d'hospitalisations et plus de décès. Alors, on peut parler de fragilité, de sarcopénie et de dénutrition. C'est trois définitions qui sont différentes, qu'on n'utilise pas tout à fait dans le même contexte, mais qui ont en commun justement d'une diminution du muscle, de sa masse, de sa qualité, ce qui est important aussi, vous verrez après, et aussi de sa force. Et tout ça va entraîner une diminution de la fonction musculaire et une diminution de l'immunité. Alors, quand on vieillit, quand on grossit, les choses peuvent varier en termes de composition corporelle. Donc, on parle de muscles, et donc on parle de muscles et de gras, et on parle en fait de la composition corporelle en muscles et en tissu adipeux. Vous voyez le petit bonhomme de gauche, il est probablement jeune et en bonne santé, et mince, et vous voyez qu'il a des bons muscles, pas beaucoup de gras. Et si on fait une coupe de cuisse en IRM, eh bien, le muscle est bien lisse
gris et occupe presque toute la surface de la cuisse, alors que le tissu adipeux que vous voyez en blanc ici, finalement, il est fin. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui doit avoir des bonnes capacités fonctionnelles musculaires. Quand on vieillit et qu'on grossit, ben, en fait, la surface du muscle diminue. Et puis, vous voyez là particulièrement combien la graisse devient importante dans cette coupe de cuisse, non seulement tout autour du muscle, mais aussi à l'intérieur du muscle. Et c'est ça que on voit quand on a un muscle de mauvaise qualité, c'est-à-dire beaucoup de gras dans le muscle, du gras entre les faisceaux musculaires, entre les fibres musculaires et même à l'intérieur des fibres musculaires. Et donc, ça donne évidemment des performances musculaires qui sont diminuées. Et puis, quelquefois, après 75 ans, avec des maladies, etc., on peut reperdre du poids. Donc, on perd du gras, mais on perd aussi du muscle. Et là, vous voyez que cette personne n'est pas spécialement grosse, en tout cas, et n'a pas une épaisseur de tissu adipeux tellement importante au niveau des cuisses. Par contre, là aussi, la qualité musculaire est très diminuée. Et vous voyez, c'est ce que j'ai voulu montrer ici aussi, avec du gras à l'intérieur de muscles qui sont diminués. Donc, ce qui est important quand on veut aborder la question du muscle dans la dénutrition, c'est d'avoir des mesures de composition corporelle. Et ça, c'est pas forcément évident. On peut le faire d'une façon assez visible, comme ces coupes d'abdomen qui ont été faites chez des gens. Euh, Souvent, quand ils souffrent de cancer, on a beaucoup de scanners abdominaux, donc on peut regarder de manière un peu plus précise la composition corporelle. Vous voyez qu'en rouge à gauche, la masse musculaire, elle est assez importante. Et puis, il y a aussi les muscles qui sont les muscles intercostaux qui font tout le tour. Et puis, vous avez la graisse périphérique en bleu. Et puis, vous avez un peu de graisse intra-abdominale. Et puis, une autre personne qui n'est pas plus grosse, mais pour autant, la surface musculaire, elle est réduite. Il y a du blanc dans le rouge, ça veut dire il y a un peu du gras dans le muscle, il y a une qualité musculaire qui commence à être altérée. La graisse périphérique en bleu, ben, elle est un peu augmentée, mais pas vraiment beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de graisse intra-abdominale. Et donc, vous savez que c'est ça qui est à l'origine de pas mal de complications du surpoids et de l'obésité. Donc ça, c'est une façon de voir, mais ça, c'est pas accessible à la pratique clinique. On essaye de développer des logiciels pour pouvoir faire ce genre de détour de la composition corporelle de manière automatique, mais c'est pas encore accessible sur le marché, donc c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire. Et puis, on cherche pas seulement à savoir la composition corporelle au niveau de l'abdomen, mais bien au niveau des membres supérieurs et surtout des membres inférieurs. L'idée, c'est que ce qui est nouveau dans les critères diagnostiques de dénutrition de 2019 et de 2020 à la Haute Autorité de Santé, c'est qu'on va essayer de tenir compte de ces critères musculaires dans le diagnostic. Alors, si on ne peut pas les voir de façon précise, la perte de poids, finalement, c'est un indicateur qui tient compte à la fois de la perte de gras et de perte du muscle, mais si on la perd vite et qu'on en perd beaucoup, on sait qu'on va perdre du muscle avec. C'est pour ça que la perte de poids, c'est quand même un critère de diagnostic de dénutrition et qu'on a perdu au moins 5% en un mois, au moins 10% en 6 mois ou par rapport au poids habituel avant la maladie, c'est un critère de dénutrition qui est très sensible et c'est pour ça qu'il faut surveiller très régulièrement le poids à tout âge, mais particulièrement chez les enfants, ce qui est fait en général en pédiatrie, chez les malades et chez les personnes âgées. On tient compte aussi de la corpulence globale, l'IMC, et donc on parle de dénutrition chez l'adulte en dessous de 18,5. Chez les personnes âgées qui sont plus corpulentes en vieillissant, c'est plutôt 22 pour parler de dénutrition. Et puis donc dans ces nouvelles définitions, on a introduit les critères musculaires qu'on va détailler ensuite, mais pour pouvoir mesurer à la fois la diminution de la masse, de la force et de la fonction musculaire chez l'adulte. Et chez la personne âgée, on est un peu dans les mêmes critères musculaires, mais formulés un peu différemment, avec une diminution de la force et une diminution de la masse. Bon, pour parler de dénutrition, il faut avoir au moins une bonne raison, un bon critère étiologique pour pouvoir parler de dénutrition. Le plus souvent, c'est la baisse des apports alimentaires. C'est le plus simple. Si on perd du poids, c'est en général qu'on a moins mangé. C'est pas toujours facile à mesurer précisément,
mais on peut savoir que la personne a perdu de l'appétit, finit plus ses assiettes, saute des repas. On peut avoir une idée. Il y a des maladies qui sont plus rares, comme la malabsorption, la maldigestion. Donc ça, c'est des maladies qu'on voit surtout dans les services de gastro-entérologie. Mais bien sûr que si on n'arrive pas à absorber les nutriments, bah, c'est une bonne raison de se dénutrir. Et puis, ce qui est très important dans les critères étiologiques, c'est la pathologie. Finalement, quand même, dans une grande proportion des cas, on est dénutri parce qu'on est malade, soit des pathologies aiguës qui sont suffisamment sévères pour durer suffisamment de temps pour vous faire du poids, souvent des maladies chroniques. Et le cancer, c'est aussi une maladie chronique, mais ça a un impact un peu particulièrement important sur la dénutrition. Et comment on le code? Ben, c'est facile. Un codage de la dénutrition, E44.0, malnutrition protéino-énergétique modérée. Parce que l'autre diagnostic qu'on utilise, c'est le E43 pour la malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision. Honnêtement, il n'y a besoin que de ces deux codes, et avec ça, on doit pouvoir faire le travail. Il n'y a pas, dans le CIM-10, il y a malnutrition protéino-énergétique légère. Mais en fait, on n'a pas de définition d'une dénutrition légère, donc il ne faut pas utiliser ce codage. Pour qu'une dénutrition soit sévère, il faut déjà avoir fait le diagnostic de dénutrition et avoir en plus un critère de sévérité. Les critères de sévérité, ça peut être des critères sur la perte de poids, avec des seuils plus importants comme vous les voyez ici, un IMC plus bas, mais par contre, on n'a pas de critères de sévérité sur les paramètres musculaires. En réalité, on est déjà en train de se dire qu'il faut optimiser les critères musculaires. On n'a pas beaucoup de bibliographie pour vraiment déjà identifier les meilleurs seuils, mais on en a proposé. Mais voilà, perte de poids. Et puis, il y a un critère biologique, l'albuminémie, en dessous de 30 grammes par litre. L'albuminémie n'est pas un très bon critère de dénutrition en elle-même, elle n'est pas associée aux prises alimentaires, elle n'est pas associée à la masse musculaire, mais c'est un bon indicateur de pronostic. Comme dans toute maladie, l'albuminémie basse, elle est associée à un pronostic défavorable. Alors, il faut mesurer la force musculaire. Donc, la méthode qui fait référence, c'est la mesure de la force musculaire avec un dynamomètre. Là, vous voyez le dynamomètre de référence. Et là, vous voyez des images pour savoir vraiment comment on peut la mesurer au mieux. C'est important d'avoir le bras plié à angle droit et puis de serrer au plus fort la machine et on retient la meilleure mesure sur 3. Et on a des seuils, comme vous voyez ici, pour parler de dénutrition. Après, il y a d'autres façons de mesurer la force musculaire qui peuvent être assez pratiques parce qu'il n'y a pas besoin d'outils, qu'un seul chronomètre, par exemple. On peut mesurer la vitesse à laquelle on est capable de se lever et s'asseoir d'une chaise 5 fois. Et quand on chronomètre ça, et ben, si on est en dessous de 15 secondes, c'est normal. Et si on est plus, bah, c'est un indicateur de mauvaise force musculaire des membres inférieurs. Après, on n'est pas obligé toujours de faire ces tests. Vous voyez, par exemple, la dame en dessous qui a du mal à se lever une fois, bah, on est assez sûr qu'il lui manque de la force musculaire dans les fesses et dans les cuisses. Et donc, c'est même pas la peine d'essayer de faire des levées de chaise. Elle a déjà du mal à se lever une fois. Donc là, on peut considérer qu'elle a une baisse de la force musculaire. De la même manière, pour les gens qui se déplacent en fauteuil roulant, le plus souvent, ils ont perdu leur force musculaire. Alors, évidemment, on pouvait toujours dire quelqu'un qui a une paraplégie, mais qui participe aux Jeux Olympiques et qui a une force musculaire très développée dans la partie haute du corps. Bien sûr qu'on ne va pas considérer qu'elle manque de force musculaire. Mais bon, la plupart du temps, quand on voit des malades, ce n'est pas cette situation-là. Après, la fonction musculaire qui a été proposée par les adultes, qui est utilisée dans d'autres conditions chez les personnes âgées, c'est la vitesse de marche. Donc ça c'est un paramètre assez multifactoriel, hein, la vitesse de marche, mais ça témoigne aussi des muscles. Et donc, vous voyez qu'on se met dans une situation où on va chronométrer la personne quand elle marche
à vitesse habituelle ou rapide selon les tests sur 10 mètres en laissant le temps de s'accélérer sur 5 mètres et de décélérer sur 5 mètres. Et quand on a une vitesse de marche inférieure à 0,8 mètres par seconde, eh bien, en fait, on a une mauvaise fonction musculaire. C'est un indicateur de quelque chose qui va pas trop bien, le muscle et plus éventuellement d'autres choses. Et quand on veut mesurer la masse musculaire, ce qui fait plutôt référence, c'est l'absorptiométrie biphotonique. Seulement, c'est un appareil qui est irradiant, qui n'est pas disponible partout, qui doit être dans une chambre protégée, qui n'est pas évidemment du tout dangereuse pour les personnes, mais on ne peut pas faire ça en 5 minutes au bord du lit. Mais c'est quand même ce qui fait référence pour la masse musculaire. Donc là, vous avez trois gabarits. Le premier, c'est un homme très musclé, vous voyez tout le rouge, et puis pas beaucoup de gras qui est en orange, et puis on voit aussi son squelette en bleu. La figure du milieu, en fait, c'est quelqu'un qui est quand même potentiellement pas très musclé. Vous voyez que cette personne-là, elle a des petits bras, et puis elle a une masse musculaire qui est relativement importante, surtout aux cuisses, mais pas beaucoup de masse musculaire partout. Et puis, tout à fait à droite, vous voyez quelqu'un qui est à la fois en situation d'obésité, tout le orange, c'est du gras, et avec des muscles, en particulier au niveau des cuisses, qui sont relativement fins. Il s'agit peut-être d'une obésité sarcopénique. Et donc, on peut comme ça voir, mesurer précisément la masse musculaire. Ce qui est beaucoup plus faisable en pratique clinique, c'est l'impédance-métrie. Et là, ça peut se faire au lit du malade, le plus souvent couché, mais éventuellement assis. Il suffit de coller des électrodes aux mains et aux pieds et on a une mesure de la masse musculaire, de la masse non grasse. On peut éventuellement avoir aussi un indicateur du volume d'eau. Et ça nous permet quand même assez rapidement de mesurer une composition corporelle. Donc, la Haute Autorité de Santé propose les outils suivants pour les paramètres musculaires. D'abord, le dynamomètre pour la force de préhension. Et puis, pour tout ce qui est masse musculaire ou surface musculaire, soit le scanner et l'IRM, soit l'impédance-métrie, soit la DEXA. Et donc, on a des seuils pour l'indice de masse musculaire en kilos par mètre carré, donc ajusté à la taille, de 7 kilos par mètre carré chez l'homme et de 5,7 chez les femmes. Alors, si on n'a aucun de ces outils, un papier a été publié en 2022 qui dit que si on n'a aucun de ces outils-là, on peut éventuellement se servir de la circonférence du mollet. Les seuils qu'ils proposent là, c'est 33 cm pour un homme et 32 cm pour une femme. Alors évidemment, quand les personnes sont pleines d'œdème, on ne peut pas vraiment en tenir compte. Le fait d'avoir une circonférence supérieure à ces seuils ou à 31 cm, qui est le seuil qu'on utilise plutôt en France, ne dit pas qu'on n'a pas de perte de masse musculaire, mais disons que c'est moins probable. On peut utiliser éventuellement la circonférence du bras inférieure à 22 cm. Et puis, tout simplement, à l'examen clinique, quand la personne est très maigre, forcément que la masse musculaire a diminué. Bon, faut pas oublier qu'on fait tout ce travail-là pour traiter les patients, et prévenir et prendre en charge la dénutrition. L'objectif de la prise en charge nutritionnelle, c'est vraiment sauver le muscle. Et donc, pour sauver le muscle, il faut manger des protéines. Et donc, ce qui est recommandé, c'est 1,2 à 1,5 g par kilo de poids corporel et par jour. De l'énergie pour métaboliser les protéines et pour pas les piocher dans ces muscles l'énergie qu'on n'aurait pas assez dans l'alimentation. Donc, 30 à 40 calories kilo jour. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre du poids si on est dénutri. Pour entretenir ces muscles, il faut bien sûr de l'activité physique. Alors, tout est bon dans l'activité physique. Il faut un petit peu de renforcement musculaire quand même pour gagner du muscle, que ce soit du vélo, des escaliers, de porter des haltères. Enfin, il y a 10 000 façons de faire de l'activité physique. Et il ne faut pas oublier la vitamine D, parce qu'en cas de carence en vitamine D, on observe une faiblesse musculaire et c'est vraiment pas le moment d'avoir une carence en vitamine D. Alors, est-ce que tout ça, c'est efficace? Oui,
on a quand même beaucoup de données, de méta-analyses qui nous disent que déjà la prise en charge nutritionnelle est efficace sur le plan nutritionnel. Ça veut dire que on observe presque toujours une prise de poids quand on propose un enrichissement des repas, des collations, des compléments nutritionnels oraux. Et ce résultat nutritionnel, il se traduit aussi par une réduction des hospitalisations, par exemple chez les personnes âgées qui sont à domicile et dénutries. Ça se traduit aussi par une diminution des complications à l'hôpital. Ça a été vu dans certaines conditions, comme par exemple dans la fracture du col du fémur, mais aussi certains protocoles ont montré une diminution de l'incidence des infections nosocomiales, c'est quand même un point très fort. Et puis, si on a été hospitalisé, on peut réduire les réadmissions à l'hôpital. Et puis, je voudrais juste montrer cette dernière étude qui est vraiment importante pour montrer l'efficacité de la prise en charge nutritionnelle. C'est un travail qui a été fait à l'hôpital, dans 8 hôpitaux en Suisse. Et l'idée, c'était de comparer une intervention diététique individualisée et rapprochée à des soins standards. Et vous voyez sur les histogrammes de droite, les prises alimentaires, ou plutôt le pourcentage de patients qui atteignent les apports protéiques en haut et énergétiques en bas, estimés. Et donc, on voit qu'en début d'hospitalisation, les gens mangent peu, c'est le moment où ils vont vraiment pas bien, ils n'ont pas très faim, etc. Mais on atteint davantage les objectifs nutritionnels chez les patients du groupe intervention, et vous voyez de façon quand même significative, 20% de plus de patients atteignent leurs besoins, et au fur et à mesure de l'hospitalisation, les ingestats augmentent, mais vous voyez toujours beaucoup plus dans le groupe intervention. Et la conséquence de ça, c'est que dans le groupe intervention, il y a moins de complications de manière significative et moins de décès de manière significative. Et de montrer un effet sur la mortalité à 1 mois, c'est quand même un résultat extrêmement pertinent. Voilà, donc il faut dépister la dénutrition, il faut la diagnostiquer correctement, il faut la coder en passant. Et puis, ce qui est important, c'est ce qu'on fait pour le patient, c'est-à-dire la prise en charge, en sachant qu'elle va améliorer la qualité de vie, le plus souvent, le pronostic fonctionnel et même le pronostic vital de nos patients. Je vous remercie aussi pour votre implication dans la Semaine nationale de la dénutrition. Merci à vous. Alors, du coup, c'était la première partie. Je vais juste couper et remettre le partage. Normalement, mon écran, vous le voyez. Et on va continuer avec la deuxième partie de cette présentation. Donc, juste un petit rappel de ce qui a été dit en première partie. Donc, il faut bien utiliser les codes SIM pour la dénutrition. Indiquer obligatoirement dans le dossier du patient, que ce soit un soignant, médecin, infirmière ou le diététicien, le poids et la taille lorsque ça a été mesuré, évalué. Calculer l'IMC pour que tout le monde puisse avoir accès à cette donnée. Deux codes les plus courants, E43 lorsqu'elle est sévère et E44 lorsque la dénutrition elle est modérée. L'interlocuteur privilégié pour ça chez vous, c'est le médecin DIM c'est à vous, concerné principalement par la dénutrition, de le tenir informé de la veille et des recommandations en effet lorsqu'elles évoluent. Au niveau des études, donc je souhaitais vous faire un rapide en fait résumé de ce qui était sorti depuis les recommandations. Donc j'ai trouvé trois sondages sur le niveau de connaissance en fait des soignants et des concernés par les recommandations. Donc la première étude, c'est une étude en fait qui a été publiée en 2023 qui va concerner en fait la faisabilité de la mise en œuvre des nouvelles recommandations. Donc, on a 363 répondants dans ce sondage. La majorité étaient des diététiciens et des médecins exerçant en établissement public, mais également 26% dans le privé et 5% en libéral.
61%, donc c'est quand même rassurant, des répondants ont dans l'établissement un protocole de l'évaluation de la dénutrition et 87% suivent les recommandations 2019, donc sur la durée. Au niveau des outils, 94% ont au moins de quoi peser les personnes. Ça veut dire qu'on a quand même 6% des répondants qui n'ont pas de balance. 57% disposent d'une poise. 38% ont accès à un dynamomètre, mais seulement 25% les utilisent. 23% ont accès à un impédancemètre utilisé par 14% des sondés. Et 87% déclarent ne jamais ou rarement évaluer la masse, et 77% pour la force, alors que 70% des répondants jugent que le paramètre est important, mais que l'accès aux techniques est insuffisant. Au global, 64% des répondants estimaient ne pas être en capacité à l'époque d'appliquer les recommandations HAS par manque de moyens techniques pour 73% et de temps pour 47%. Donc là, on était plutôt sur les recos adultes. On a également le même type d'études sur les recos gériatrie. Donc, c'est un sondage qui a été diffusé par la Société française de gériatrie et de gérontologie. On a 132 répondants, 40% des médecins. 81% ont déjà entendu parler des recommandations 2021, 84% en France et 43% pour les autres pays. Et on a que 42% des répondants qui pensent les connaître. 77% les utilisent, mais ils mettent en avant quand même des barrières à l'utilisation, notamment pour la mesure de la masse musculaire qui est difficile pour 85% des répondants et la mesure de la force musculaire qui, pour 80% des répondants, est difficile également. Dernier sondage, cette fois-ci en pédiatrie, qui a été diffusé par le clan central de la PHP. On a 90 répondants, dont 2 tiers qui font partie des principaux hôpitaux pédiatriques, donc Armand Trousseau, Robert Debré et Necker, qui proviennent en majorité de services de pédiatrie générale, de gastro et d'hématologie. Je vous ai juste mis un petit rappel ici parce que c'est vrai qu'Agathe n'en a pas forcément parlé, mais les critères chez l'enfant, c'est le même principe, hein. Un critère étiologique, le même, et un critère phénotypique. Pour l'enfant, la même perte de poids que pour les autres. L'IMC inférieur à la courbe IOTF 18,5. Une stagnation pondérale qui aboutit à un poids situé 2 couloirs en dessous du couloir habituel, ou également une réduction de la masse et ou de la fonction musculaire lorsque les normes et les outils sont disponibles. Sur les 90 répondants, on a 51% de pédiatres seniors, 22% de diététiciens. On a également des IDE puricultrices, des aides-soignants. Dans le sondage, on se rend compte que 50% des pédiatres utilisent les recommandations, alors que 85% des diététiciens les utilisent. 70% des diététiciens utilisent tous les critères phénotypiques que vous avez, sauf en effet la force musculaire qu'ils utilisent le moins, avec seulement 13%. 70% des pédiatres utilisent toujours le dosage de l'albumine plasmatique contre 20% des diététiciens, alors que l'albumine n'est même pas dans les critères de sévérité chez l'enfant. Donc, au niveau de ces 3 questionnaires, donc c'était vraiment des sondages en fait qui permettent de connaître le niveau de connaissance des intervenants de la dénutrition. Ce qui est rassurant, c'est que la majorité quand même connaissent les nouveaux critères et qu'en moyenne 2 tiers les utilisent. La grosse majorité quand même juge ne pas être assez équipée, ne pas disposer assez de temps et de moyens dédiés pour cette activité. On a quand même de moins en moins d'intervenants qui utilisent l'albumine pour dépister, mais bien uniquement pour la sévérité. Tous les critères phénotypiques peuvent être utilisés pour le diagnostic, mais en effet, on n'a pas dans tous les établissements, ne serait-ce qu'un PES-personne ou encore une tour. Ensuite, je voulais vous présenter 2 études, vraiment plutôt sur la prévalence de la dénutrition. Donc là, vous avez une étude de 2021 qui a été publiée, qui concerne une étude en cancérologie à Cochin sur la prévention sur la prévalence de la dénutrition en utilisant la force par le N-grip et la surface musculaire par le scanner. 168 patients de moins de 70 ans ont été évalués. Et là, l'étude, en fait, elle met en regard les critères 2003 versus les critères 2019. Si les patients avaient été évalués sur le critère 2003, donc albu perte de poids IMC, 31% auraient été dénutris.
Alors que lorsqu'on va rajouter les critères de 2019 sur la masse et la force musculaire, on va ajouter 40 patients par la masse musculaire au scanner, donc là plutôt de la surface musculaire, 13 patients par la force musculaire et on a également 13 patients qui ont les deux critères, masse et force musculaire, qui au global nous amène à un total de 71% de dépistage de la nutrition. Donc on a plus 40% des patients en oncologie qui seraient dépistés avec ces changements de critères. Une deuxième étude, donc c'est un poster breton qui a été présenté aux Journées d'études de l'AFDN à Paris au mois de septembre, qui concerne en fait 48 établissements en Bretagne. Ils ont évalué 3278 résidents dans leurs établissements. Au niveau des critères de codage, ils ont utilisé les critères 2019 avec les critères phénotypiques et les critères étiologiques. Ils arrivent à faire un diagnostic de 1145 dénutris, donc 34,9%. 1500 patients sur les 3278 ne sont pas dénutris et on a une absence de diagnostic, vous voyez ici, pour 19,3%, c'est-à-dire un peu plus de 600 patients. Donc, c'est des patients sur lesquels on n'a pas de poids, pas de perte de poids ou pas de force et de masse musculaire. Au niveau des critères phénotypiques, on a 56% des patients qui sont dénutris par leur perte de poids, 54% qui sont dénutris par l'IMC. On a 37% des patients qui sont dénutris par la force musculaire et 20% qui seraient dénutris selon la masse musculaire. Au niveau critères étiologiques, ben, ils sont quasiment tous en situation d'agression, avec en plus une réduction de la prise alimentaire pour 59% et une diminution de l'absorption digestive pour 15%. Dernière étude, donc c'est les données qu'Agathe a bien voulu me partager et je la remercie. Ça sera une publication au JFN de 2024 le mois prochain à Strasbourg sur la prévalence en unité de gériatrie. Donc là, on a 229 patients d'âge moyen 86 ans qui ont été évalués sur la base de force et masse musculaire. On a, selon les critères 2007, 46% qui auraient été diagnostiqués dénutris. Et actuellement, avec les critères 2021, on arrive à une prévalence de la dénutrition à 2/3, 65%. On a 35% des patients qui sont non dénutris. Et on a à peu près moitié-moitié qui sont dénutris sévères et dénutris modérés. Les critères qui ressortent le plus, donc le moins finalement, c'est la perte de poids. 23% des patients sont dénutris par la perte de poids. 33% par l'IMC inférieur à 22 et 51% des patients, ça veut dire 1 sur 2 quand même, qui ont une sarcopénie confirmée, donc je vous le rappelle, une baisse de force et de masse musculaire. Le papier conclut sur finalement qu'on a 18% de la population totale pour qui, en fait, seul le critère musculaire permet le dépistage de la dénutrition, et donc 41%. Et qu'en effet, ce critère sarcopénie confirmée, c'est le seul qui va être associé à la mortalité à 6 mois, alors que la perte de poids et l'IMC ABC ne le sont. Je vous ai aussi mis les biblios, donc c'est vraiment que des papiers récents 2023, ou là un premier papier 2021 et à venir, mais vous pouvez vous en inspirer et les récupérer. Dernière partie de ce topo, je voulais vous présenter un exemple de cas concret. Donc c'est une prise en charge d'une patiente de 79 ans qui de base n'a pas de pathologie. C'est une personne plutôt active au quotidien qui vit à la maison. Elle n'a pas d'aide particulière. Elle fait ses courses toute seule. Et puis, elle a son suivi trimestriel par son médecin traitant pour le renouvellement de ses ordonnances et qui lui dit Bonjour madame, c'est quoi votre poids en ce moment? En fait, quand on va à domicile, alors volontairement, j'ai accentué, mais la balance, elle ressemble un peu à ça et elle a une tare à 10 kilos. Et quand on dit bah, pourquoi la tare, elle est à 10 kilos, ah bah, je sais pas remettre à zéro. Donc, le poids qu'on donne, bah, globalement, c'est des fois assez complexe. On a une première évaluation avec Z-Matrix de cette patiente en hiver 2020. Donc, elle mesure 1,51 m, elle fait 65 kilos. Donc, ça fait un IMC à 28,5. Et puis, son poids habituel, c'est entre 60 et 70 kilos en fonction de la tare de la balance. On fait une évaluation de ses indicateurs tissulaires et on va évaluer qu'elle a 39,9% de masse grasse, c'est-à-dire dans les normes de surpoids, puisque pour son âge, elle est censée être entre 24 et 36.
Elle a un contenu minéral osseux à 4, donc elle est plutôt dans le vert, plutôt bien, pas peu de risque d'ostéoporose. Et puis, elle a une MMA, masse musculaire appendiculaire, à 17 kilos et un index à 7,4. Donc, il n'y a pas de sarcopénie puisque la masse pour la femme est au-dessus de 15 et l'index est au-dessus de 5,5. On fait une réévaluation à l'été 2022, donc un an et demi après. Mamie a eu un méchant Covid qui l'a un peu séché puisque elle ne fait plus que 58 kilos, donc elle a perdu 7 kilos, donc ça représente 10,7% de son poids. Donc déjà là, on alerte tout en disant bah on a le critère phénotypique, sauf que son poids habituel 60-70 kilos, donc on ne sait pas trop. L'IMC est toujours dans les normes légèrement hautes à 25,4. Et puis, on fait l'évaluation tissulaire et on regarde, bah, elle a une masse grasse maintenant qui est rentrée dans les normes de bonne santé parce qu'elle a une perte de presque 6 kilos de masse grasse. Elle a un contenu minéral osseux, ça n'a pas bougé, c'est toujours bon. Et elle a une baisse de sa masse musculaire puisqu'elle perd 1,6 kg de masse de MMA. Elle arrive à 15-30, mais elle est toujours au-dessus du seuil puisque le seuil, bah, c'est 15. Donc, par contre, elle est à 300 grammes du seuil, mais elle est toujours au-dessus du seuil. Et elle a un index à 6,7, donc elle est toujours au-dessus du seuil de 5,7. Donc là, il y a une alerte qui est faite au médecin traitant en disant, bah attention, il y a quand même une grosse perte de poids, ça représente le critère phénotypique de la dénutrition, et puis elle est à 300 grammes du seuil de masse musculaire. Et là, on nous répond, médecin traitant, oui, mais bon, elle avait de l'embonpoint, donc ça lui fait pas de mal. Voilà. Et puis, du coup, elle est quand même mise sous alimentation enrichie. Mamie met du kiri, mange un peu plus de produits laitiers, mange un peu plus de viande, met du beurre dans tes pommes de terre et elle va mieux puisqu'elle arrive au moins à stabiliser le poids. Elle reprend 1 kilo, elle arrive à 59 kilos et puis finalement, son kilo, bah, c'est un peu de masse grasse. Son os est toujours bon, un peu de masse maigre appendiculaire et puis elle n'est toujours pas en sarcopénie puisqu'elle est au-dessus des seuils. Mais quand on va regarder les autres indicateurs tissulaires, on a quand même franchement une baisse de l'angle de phase qui va représenter la vitalité cellulaire, donc avec un métabolisme qui ralentit, avec un risque de mortalité quand même qui se rapproche, et puis une franche baisse de l'eau intracellulaire avec une déshydratation qui s'installe à l'intérieur de la cellule. Et on va réévaluer 6 mois après. Été 2023, elle repère encore du poids puisqu'elle arrive à 53 kilos. L'IMC est à 23,2. Il y a une réduction de l'appétit, mais bon, il fait chaud, donc elle mange moins. Ben voilà, on doit alerter en disant le critère étiologique, réduction de la prise alimentaire. On a de nouveau une baisse de masse grasse d'environ 3 kilos. Le contenu minéral osseux est en chute libre. Et là, cette fois-ci, on a clairement une sarcopénie puisqu'elle passe sous le seuil de 15 avec moins 2,6 kg de MMA. Donc là, on dit attention, on a une réduction de la masse musculaire. On fait une évaluation de la force musculaire selon les critères et les protocoles de la SFNCM. On fait 3 fois dans chaque main et on note que le meilleur score, c'est 11 kilos. Donc le seuil assèche chez une femme est au-dessus, donc on a bien également une réduction de la force musculaire. Donc à partir de là, on peut confirmer la sarcopénie et donc le dépistage de la dénutrition puisque on a le critère phénotypique de réduction de la masse et de la force et le critère étiologique de réduction de la prise alimentaire. Le dosage de l'albumine nous donne un 37 grammes par litre, vous voyez, qui est bien par immunoturbidimétrie, je l'ai dit. Et on a la confirmation d'une dénutrition modérée. Au niveau de la prise en charge de la dénutrition, on va suivre l'arbre de soins nutritionnels qui est proposé par la SFNCM. Donc, on a une dénutrition modérée. On fait une évaluation des ingestats qui finalement sont quand même pas si mal parce qu'elles sont au-dessus de 2 tiers des besoins. Et donc, on va proposer une alimentation enrichie avec des compléments nutritionnels oraux, avec une réévaluation 1 fois par semaine. Mais là, le sujet est qui fait cette réévaluation 1 fois par semaine alors qu'on est sur un sujet qui vit à domicile et qui voit son médecin traitant 1 fois par trimestre. Donc, en conclusion, la dénutrition, sa définition exacte, c'est l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel avec un bilan énergétique et ou protéique négatif. Son dépistage est facile.
il est rapide, il est peu coûteux avec de nombreux outils à votre disposition. Elle va concerner tout le monde, que ce soit en établissement ou en ville et tous les types de patients, enfants, adultes et personnes âgées. Et une prise en charge optimisée, c'est une amélioration de la santé des patients et une réduction des coûts au global pour tout le monde. Je remercie du coup tout le monde, mon équipe, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est ouvert. J'ai noté des questions qui sont arrivées au fur et à mesure, alors je vais les reprendre. Hop. Alors, Agathe, il y a une première question qui est passée, que j'ai notée. Est-ce que la chirurgie pour vous est un critère étiologique? Voilà, ça dépend un peu de la chirurgie, mais une chirurgie abdominale ou une grosse chirurgie ou une chirurgie qui nécessite une hospitalisation prolongée, bien sûr, ça entraîne un hypercatabolisme et en général, on est souvent réduit dans ses apports alimentaires avant et après. Donc oui, la chirurgie, ça peut tout à fait être une cause. Alors évidemment, la chirurgie d'un panari, peut-être pas. Mais voyez, il y a une mesure à prendre sur quelle chirurgie. Ok, on peut considérer que c'est que dès qu'il y a une hospitalisation de plusieurs jours, oui. Oui, Ok, absolument. parfait. J'ai vu une autre question sur les seuils de l'albumine pour la sévérité. J'ai recherché pendant la présentation d'Agathe. Donc sur les enfants, c'est pas concerné. Sur les adultes, si vous avez une albumine entre 30 et 35, alors la dénutrition est modérée et elle est sévère si en dessous de 30. Et chez la personne âgée, le seuil, il est à 30. Au-dessus de 30, c'est modéré. En dessous de 30, c'est sévère. Alors, si je peux me permettre, en Oui. fait, il y a un peu probablement que ça n'a été pas écrit de façon tout à fait claire. Mm. En fait, l'albuminémie, elle peut être utilisée comme critère de sévérité que à partir du moment où il y a une dénutrition. Ça Ouais. veut dire qu'en fait, on ne peut pas faire un diagnostic de dénutrition sur l'albumine, mais une fois qu'on a un des critères, perte de poids, IMC, critères musculaires, et qu'il y en a au moins un qui est positif, plus un critère étiologique, on parle de dénutrition, et à ce moment-là, on peut doser l'albumine. Mais sinon, on peut pas faire le diagnostic que sur l'albuminémie, et ça, c'est important. Il y a une question qui va avec, de Lise, qui dit justement concernant l'albumine, si le dosage de CRP il est élevé, est-ce qu'on peut recevoir, c'est pour le code de la dénutrition justement, est-ce que si Ouais. CRP élevé est donc Alors, surélevé, en est-ce qu'on fait, utilise? ça, c'est quelque chose qui a changé aussi entre les recommandations de 2007 et de 2021. L'idée, c'est que on ne tient pas compte de la CRP pour dire que l'albumine est un critère de sévérité. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Bien sûr que plus il y a d'inflammation, plus l'albuminémie va être basse. Mais l'intérêt de partir un diagnostic de sévérité, c'est de parler de pronostic. Et en réalité, une albumine basse est pronostic de mortalité ou de complications, si vous voulez, quelle que soit la CRP. Dans toutes les études cliniques, finalement, c'est l'albumine elle-même, et si on tient compte de la CRP, ça ne change pas la valeur de l'albumine. Donc, on oublie comme critère de sévérité la CRP. Ok. Il y a une question sur l'étude que vous êtes en cours de publication. Est-ce que pour la fonction, non, la masse musculaire, c'est une surface au scanner qui a été évaluée ou c'est une masse musculaire? C'est une masse musculaire, hein, C'est une masse musculaire par impédance-métrie. par impédance-métrique. Ok. J'ai une question. Est-ce que vous savez pourquoi le seuil de la force est la même chez l'adulte et la personne âgée, tout comme la circonférence brachiale, où on utilise la même chose chez la femme et chez l'homme? Est-ce que Alors, c'est un manque de papier? alors, pour la force musculaire, les seuils sont pas les mêmes. Et C'est 16 kilos chez la femme et 26 chez l'homme. Donc, la force musculaire, elle est différente chez les hommes et chez les femmes. la question, c'est entre adultes et personnes âgées. Ah oui, pardon, j'ai pas bien Et entendu. la circonférence brachiale, où c'est la même chez les hommes et les femmes. Et alors, pour ce qui est
les personnes âgées. En fait, l'histoire, c'est en effet, il manque de bibliographie et que, en faisant les recommandations pour les critères diagnostiques de la dénutrition, finalement, le groupe a utilisé les mêmes seuils qui avaient été suggérés pour les personnes âgées. On a copié pour l'adulte ce qui se faisait chez les en gériatrie. Mm. Je crois qu'il y a 1 kilo d'écart. Je sais plus pour. Je me demande si c'est Oui, pas pour bon, les femmes, mais c'est kiff kiff peu quoi. importe. Et les Ouais, circonférences du mollet et du bras, j'entends bien que c'est ouais. un peu curieux et on s'est aussi posé la question. Mais pour l'instant, ça a l'air de marcher à peu près comme ça. Mais on a vraiment besoin de refaire des études plus précises là-dessus. Mm. Il y a une question encore sur l'albumine. Est-ce qu'on peut utiliser l'albumine sérique? C'est bien écrit, hein. Albumine par immunopénéphlérémétrie ou immunoturbidimétrie. Alors, en fait, l'albumine sérique, oui, aussi bien que l'albumine plasmatique. C'est En tout cas, pareil. si c'est pareil. Ok, Et ça marche. puis, la réalité, c'est que les laboratoires maintenant se sont plutôt orientés vers des mesures de référence. Ouais. Et donc, De plus prenez en la plus, on a mesure les que bonnes. vous avez. Ok. On a une question de Clémence. À quelle fréquence mesurer la masse et ou la force en EHPAD? Bon, déjà en EHPAD, on pèse au moins une fois par semaine. Donc, on peut avoir une indication en termes de stabilité du poids, de perte de poids, etc. Mais c'est vrai que et c'est vrai que mesurer la force, ce serait intéressant vraiment dans le suivi. En réalité, quand on est en EHPAD, on devrait de toute façon avoir un soutien nutritionnel et de l'activité physique adaptée pour maintenir sa composition corporelle, sa force musculaire. Mais si on peut utiliser soit la capacité à se lever d'une chaise ou à monter des escaliers, les capacités dans la vie quotidienne, c'est quelque chose qui devrait être surveillé. Et on peut aussi mesurer la force musculaire avec un dynamomètre. Après, on est un peu gêné chez les personnes qui ont beaucoup d'arthrose dans les mains, par exemple. Donc, peut-être que ce qui est plus intéressant encore, c'est la force des membres inférieurs. Euh, on a une question de Dorothée par rapport à la mesure de la taille. La mesure talon-genou pour évaluer la taille peut être utilisée chez l'adulte de moins de 65 ans. Quid de la mesure coude-poignet est-elle validée pour évaluer la taille chez l'adulte et la personne âgée? Honnêtement, je sais pas. J'en ai pas entendu parler du coup de poignet, mais c'est vrai qu'on peut utiliser le talon, qui est une façon de finalement lisser un peu l'effet du vieillissement sur la taille chez différentes personnes. Il y en a qui perdent beaucoup de centimètres en vieillissant, d'autres pas du Mm, tout. Donc, ça permet d'avoir une mesure à peu près standardisée. ok. On a une question, donc ça c'est plutôt pour nous. Comment on peut utiliser les Z-métrix pour le diagnostic et s'il faut au moins faire un suivi de mesure? Donc non, les indicateurs, en fait, c'est la même chose qu'on vous a présenté. Vous avez les petites jauges et ça permet d'évaluer la masse musculaire. Donc il n'y a pas du tout besoin d'avoir deux suivis. Est-ce qu'il c'est possible d'avoir le visuel du tableau concernant les normes de masse musculaire? Alors, est-ce possible d'avoir le visuel du tableau concernant les normes des masses musculaires? Ah, vous les aurez dans le replay, c'est des tableaux. C'est des tableaux. Pourquoi chez le sujet âgé de plus de 70 ans, il faut le diagnostic de sarcopénie confirmé, alors qu'avant 70 ans, la simple suspicion sur un des deux critères suffit pour avoir un critère phénotypique de dénutrition? Ça a été une longue discussion au sein du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé. Euh, il nous paraissait, euh, dans le groupe personnes âgées, que c'était important de ne pas avoir qu'une baisse de la force musculaire, parce que la force musculaire pouvait être diminuée, par exemple, comme je vous ai dit, au niveau des mains, Avec de pour des l'arthrose. problèmes d'arthrose, etc. Pour les jambes, ça pouvait être aussi des histoires soit d'arthrose, soit de douleur, soit de problèmes neurologiques. Et que donc, pour être sûr d'avoir un vrai critère nutritionnel, il fallait utiliser ce qui est une définition consensuelle en gériatrie, qui est la sarcopénie confirmée. La sarcopénie probable, c'est juste la diminution de la force, donc ça ne nous paraissait pas suffisant. Le deuxième stade, c'est la sarcopénie confirmée, force plus masse. Et en fait, on peut parler de sarcopénie sévère quand ça a un impact sur les performances physiques,
en particulier la vitesse de marche. Ok, ok, très bien. Le calcul de l'albumine corrigée n'est plus d'actualité? Bah, en fait, ça n'a pas tellement d'intérêt dans ce cadre-là, puisque l'albumine seule a sa valeur sans CRP, et en réalité, l'albumine corrigée n'a jamais été validée, Mm. en vrai. Ok, ok. On a une question concrète de Benjamin qui dit il n'a pas bien compris à quoi sert le codage dans le dossier. Pourquoi est-ce qu'on réalise un codage et est-ce qu'il est nécessaire, est-il nécessaire? Et si la personne n'est pas codée, quel est l'impact? Alors, le codage, c'est déjà un témoin du dépistage et de l'identification de la dénutrition à l'hôpital. Et le problème le plus important de la dénutrition à l'hôpital, c'est que la dénutrition, elle n'est pas reconnue. On sait qu'au niveau national, le codage de la dénutrition, il est fait à 10%, alors qu'on sait qu'il ne peut pas y avoir moins de 30% de dénutris à l'échelle d'un hôpital général. Donc, on ne reconnaît qu'un patient sur trois dénutri. En fait, c'est important d'abord pour la prise en charge du patient. Si on l'identifie pas, il va pas être traité et donc c'est une perte de chance. Et puis, pour l'hôpital, par ailleurs, le codage de la dénutrition témoigne d'une personne qui va avoir plus de complications à l'hôpital, qui va rester plus longtemps à l'hôpital. Et donc, il y a un financement particulier qui est octroyé lié au diagnostic de dénutrition. Donc, pour l'hôpital, c'est dommage d'avoir des patients qui, entre guillemets, vont coûter plus cher et que la sécurité sociale ne tienne pas en compte cette sévérité pour la valorisation des séjours. Oui, d'accord. Il y a hop, Claire qui dit que le critère étiologique est parfois difficile à trouver lorsque le patient mange bien et souvent en surpoids qui plus est, comment faire? C'est pourquoi on se servait de la CRP. Mm. Alors, ça a été discuté, hein, la CRP comme critère étiologique de dénutrition. C'est encore dans des discussions à l'échelle de la Société européenne de nutrition. Le diagnostic étiologique, euh, c'est vrai que c'est soit une grande maladie, et à ce moment-là, on la connaît, on la sait, c'est pas difficile. Quelquefois, surtout chez les personnes âgées, ça peut être une association de plusieurs facteurs de risque, comme un peu de dépression, de l'arthrose dans les jambes, des troubles bucco-dentaires, etc. À mon avis, si on retient ces critères et qu'on note, parce que le codage, si on note ces facteurs de risque, on peut très bien utiliser le facteur phénotypique, la perte de poids, pour retenir la dénutrition. En fait, le seul intérêt du critère étiologique, c'est de pas appeler dénutrition quelqu'un qui mincit dans le cadre d'une activité physique un peu renforcée, avec une alimentation adaptée, etc. Pour pas mettre dans la dénutrition des gens qui perdent 5 kilos pour entrer dans leur maillot de bain. Enfin, vous voyez, ça sert à ça. Donc, faut pas non plus être, il faut noter les facteurs associés, mais c'est pas forcément très pénalisant de dire, ben voilà, cette personne a perdu 10 kilos, elle est à risque de dénutrition, quoi. Mm. Ok. Ok. On a une question de C. Madelin. Est-ce que l'utilisation de l'impédance-métrie est appropriée en service de réanimation? Le poids est très variable avec les notions de remplissage, œdème, lit qui pèse. Oui, complètement. On a un certain nombre de services de réa qui sont équipés chez nous. On a des modèles mathématiques spécifiques qui font que justement, il n'y a pas d'impact forcément de l'état hydrique sur le statut tissulaire. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a Hélène qui est diététicienne en libéral qui, juste au-dessus, disait, OK, mais qui rembourse les consultations nutritionnelles en libéral? Donc ça, on est d'accord. Et elle demande si on connaît le dispositif ICOPE, ICOPE. Ça me parle. Oui, alors le dispositif ICOP, c'est un programme qui a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé, qui a été développé à Toulouse, en France, en premier lieu. Et l'idée, c'est d'identifier précocement chez les personnes âgées à partir de 65 ans des diminutions des capacités intrinsèques. En fait, c'est des signes de fragilité. Et donc, dans ICOP, il y a une application mobile ou sinon ça peut être fait par les professionnels de santé. On recherche à la fois les problèmes
de troubles cognitifs, de dépression, d'anxiété, donc le cerveau, le sensoriel, est-ce qu'on voit bien, est-ce qu'on entend bien, et puis ce qu'ils appellent la vitalité, c'est à la fois la nutrition et la mobilité. Et donc, avec l'idée, c'est de détecter très précocement des gens qui ont des petits signes de fragilité, d'intervenir précocement et de faire en sorte qu'ils restent en bonne santé plus longtemps. Et donc, la nutrition et l'activité physique, ça fait vraiment partie du programme ICOP et des interventions pour l'objectif étant de le bien vieillir et diminuer la dépendance dans la population âgée. Je prends juste une dernière question. Donc, Clémence, qui doit être diète en EHPAD, elle dit qu'elle a des résidents qui n'ont pas de perte de poids, qui ont un IMC normal, mais qui ont une albumine à 30 grammes. Quelle conclusion avoir? Est-ce que c'est une dénutrition ou pas? Alors, déjà, c'est pas bon signe d'avoir une albumine à 30 grammes par Mm, litre. Après, souvent, on observe ça chez des personnes qui sont très sédentaires et qui ont un espèce d'hypométabolisme. Elles peuvent garder un poids stable et avoir l'air à peu près stable médicalement, mais probablement que là, si on faisait une composition corporelle, mm. On aurait du à mon gras et pas de avis, muscle. oui, c'est ça. C'est Ouais. surtout des gens sédentaires. On peut pas porter le diagnostic de dénutrition que là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment dans ces situations-là qu'on aimerait bien avoir une mesure de la masse musculaire Mm. et de la force. Masse et fausse. Ouais, on est d'accord. Donc la question de Julie, et je lui ai répondu, est-ce que c'est juste d'évaluer la sarcopénie avec une mesure de la force par N-grip couplée à un test SPB pour évaluer les performances fonctionnelles? Je lui ai répondu que globalement, ça suffisait pas parce que les deux, ça traitait de la fonction. Oui, En gériatrie, oui. oui, Mm, la force musculaire, c'est vraiment la force de préhension et mm. les levées de chaise. Et les La levées de chaise. fonction, c'est Mm, la vitesse de marche, le mm, SPPB, le get up and go, tout ce qui est fonctionnel. mm. Mais du coup, on est d'accord, il y a pas, c'est pas force et fonction et masse. C'est un ou quoi? En fait, pour les adultes ou pour les personnes Non, pour âgées, les en gériatrie, ouais. eh Ces ben, c'est fonctions, c'est dans force, le même couple. Enfin, ça va force, ensemble. il faut la force et Et la la masse. masse. La fonction, on s'en occupe à 6 par le lever de chaise quand même. Ben, le lever de chaise, c'est de la Mm. force. C'est de la force aussi. OK. Ouais. OK. Très bien. Donc, il vous faut toujours une force et une masse dès que le sujet a plus de 70 ans. Normalement, on est tout bon. J'ai plus de questions. Alors, on Fabienne, la pose la préalbumine. question de la Non, ouais. La préalbumine. préalbumine. Alors en fait, la préalbumine, elle est pas un critère de dénutrition. Certains l'utilisent pour le suivi précoce en nutrition artificielle, en particulier nutrition entérale parentérale. Bon, dans ma pratique, je trouve pas que ça apporte tellement plus d'informations que la clinique. Est-ce que la personne mange? Est-ce qu'elle reprend des forces? Est-ce qu'elle reprend du poids? Donc, pas forcément d'intérêt en dehors des centres spécialisés, je dirais. OK. Il y a une dernière question, et ce sera la dernière des dernières. Chez un patient diabétique, est-ce que la perte de poids dans un contexte de syndrome polyuréo polydyspidique sans modification des ingestats peut-elle être considérée comme un critère de dénutrition? Alors, le syndrome polyuropolydipsique indique que, il y a une hyperglycémie, une insulinorésistance, et donc dans ce cas-là, forcément, il va y avoir une perte de muscle. Donc, c'est un signe d'alerte. On sait que des diabétiques en décompensation sont en train de perdre du muscle. Eh bien, très bien. Je vous remercie. Je vais couper l'enregistrement.